Ici, l'affaire publique est décortiquée, questionnée, secouée. Rémi Villemure et Karima Brick. Dans les dernières heures, il y a eu un double séisme, tremblement de terre au Venezuela. Magnitude 7,5, c'est le plus gros séisme à survenir dans la région en plus d'un siècle. Là, le bilan bouge pas depuis, franchement, quelques heures. On parle de 164 morts, plus de 1000 blessés. Karima, je pense que c'est une bonne nouvelle dans la mesure où il y a 2 heures, c'était encore 164 morts. Donc, peut-être qu'effectivement, ça n'évoluera pas. Je dirais pas que c'est une bonne nouvelle. Dans les circonstances. Je dirais que c'est un méga tremblement de terre. Beaucoup de victimes. On attend. C'est souvent les premiers bilans. Il y a eu des fois, il y a des répliques aussi. Il y a des structures, des bâtiments qui sont fragiles. On peut aller, quand on va aller secourir là, les victimes, il y a des gens qui sont encore pris dans des décombres. Donc, c'est une course contre la montre pour les prochaines heures, les prochaines minutes, les prochains jours. Cela dit, bon, c'est sûr que des fois, tu penses à des grands tremblements de terre comme il y a eu en Haïti, qui avait vraiment fait, là, c'était énorme comme catastrophe humaine. Donc, on surveille tout ça. Mais oui, bon, je comprends ce que tu veux dire. Là. On dit pas c'est une affaire de 100 000 morts, mais c'est quand même énorme. C'est un gros tremblement de terre. C'est que ça bouge pas. C'est que je me rappelle d'Haïti, à chaque heure, on révisait à la hausse le bilan. Là, je veux dire, je suis debout depuis 5 heures ce matin, puis ça n'a pas bougé à 164 morts. On en parle avec Benjamin Tremblay, qui est toujours à Paris. Bonjour, Benjamin. Bonjour à vous. Toi, ton expertise, c'est tout ce qui est géopolitique. Je veux que tu nous parles du Venezuela, parce que c'est un pays dont on parlait quand même beaucoup plus il y a quelques mois. Il y avait eu l'arrestation spectaculaire. On est allé capturer Nicolas Maduro. Parle-nous de ce qui est devenu le pays, puis de ce que ce séisme-là pourrait peut-être même avoir comme conséquence dans un pays qui est instable. Absolument, il n'y a aucun doute que c'est en fait des circonstances affreuses pour qu'un séisme de la sorte se produise. Ça aurait pu être n'importe quelle catastrophe naturelle. Quand tu as un contexte où un gouvernement est extrêmement faible, a besoin de consolider son pouvoir, les mécanismes d'autorité, le service civil, le service public, tout ça n'est pas encore complètement aligné. Puis on sait bien sûr que le Venezuela est actuellement en train de tout juste de redécouvrir la levée des sanctions très graduelles, un retour de certains revenus pétroliers. Mais on n'était absolument pas du tout là, à préparer ce genre de réponse pour un événement de la sorte. Donc, nécessairement, c'est un gouvernement qui était déjà extrêmement fragile. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce qu'on aura un appui américain? Soyons clairs, c'est peut-être la seule bonne nouvelle, si on veut, là, de ce rapprochement entre le Venezuela et les États-Unis dans le contexte de séisme. Probablement que les Américains vont être appelés à intervenir, envoyer des secours, envoyer des vivres, envoyer autant que possible de ressources pour essayer de faciliter puis de montrer qu'ils sont une force positive sur le gouvernement, à travers leur influence sur le Venezuela. Maintenant, bon, il n'y a pas de miracle. Hein. Depuis qu'on a retiré Maduro, vous avez Delcy Rodriguez, qui était sa vice-présidente également, qui était ministre des Relations étrangères, qui avait une grande influence déjà à l'intérieur du gouvernement de Maduro. Et ce qu'on avait découvert, c'est qu'elle avait négocié avec les Américains dans le dos de Maduro pendant des mois avant qu'il y ait eu l'opération. Finalement, le 3 janvier, on négociait avec Delcy Rodriguez en secret à travers le Qatar depuis le mois d'octobre. Alors, nécessairement, il y a une espèce de quiproquo, si on veut, entre Delcy Rodriguez et le gouvernement américain. Il y a une entente manifeste qui avait été conclue. Et là, ce qu'on observe, c'est que Mme Rodriguez, qui est arrivée avec des promesses très claires de réformer le pays, surtout au niveau politique d'abord, avant l'économie. On nous avait promis également, de libérer des prisonniers politiques. On nous avait promis une transition démocratique aussi rapide que possible, dès qu'il serait possible de l'organiser. Donc ça, c'est une autre question. À quand aura lieu cette transition démocratique? À partir du moment où on a une situation de crise, une situation de catastrophe, si on veut, pour un certain nombre de semaines, il n'y a aucun doute qu'on va encore repousser à plus loin. On nous dit déjà que là, ce qu'on priorise, ce sont les réformes économiques. On veut stabiliser le pays. Si on veut, ça vient jouer directement dans le narratif du gouvernement. Alors, maintenant, on assiste à un gouvernement vénézuélien qui s'accroche au pouvoir et il n'y a aucune élection à court, à moyen ou même à long terme de prévue. Donc là-dessus, c'est vraiment la grande question, c'est l'impact sur le processus politique. Mm-hmm. Et pour le peuple aussi vénézuélien, on imagine quand même, la situation, est-ce que ça change vraiment? Est-ce qu'il y a beaucoup d'espoir dans l'avenir maintenant au Venezuela? C'est une vraie question là, qu'on peut se poser et aujourd'hui avec cette catastrophe. C'est très décevant. En fait, le peuple vénézuélien est à même de constater qu'on les a un peu trahis parce que, on a
toléré, si on veut, cette opération où on a été retiré Maduro. Le peuple vénézuélien n'a pas pris des fourches et des pieux pour aller manifester puis aller brûler tout ce qu'il y a d'Américains dans la région. Les Vénézuéliens ont accueilli tout ça avec un certain scepticisme, une prudence, mais quand même une portion d'enthousiasme. Là, ils découvrent que, tout ça était manifestement un arrangement, que Mme Rodriguez n'a aucunement l'intention de quitter le pouvoir à court ou à moyen terme. Donc, il n'y a aucun doute que la population se retrouve vraiment avec on a été short-changed, si on veut. Il y a toujours deux révolutions dans un pays quand il est question d'une révolution. Il y a la révolution du peuple, puis le peuple pense être à la tête de sa propre révolution, puis il y a des élites en arrière qui traficotaient une autre révolution au nom du peuple, puis qui se magasinent de pouvoir. Parle-nous de la Chine également, qui serre la vis aux États-Unis sur les métaux stratégiques. Ben oui, c'est un dossier qu'on pensait qui était complètement mis sur la glace ou sinon complètement réglé, il faut le dire, parce que il y avait eu ces négociations commerciales entre les États-Unis, la Chine, qui avaient complètement dégénéré pendant une période. Et dès en fait le début du deuxième mandat de Trump, les Chinois avaient lancé, si on veut, un coup de semonce. Ils avaient montré très clairement qu'ils étaient prêts à contraindre les exportations de terres rares et de métaux stratégiques vers les États-Unis. Là-dessus, c'est important de mettre en contexte, les Chinois contrôlent littéralement 90% de la chaîne d'approvisionnement, que ce soit au niveau des matières premières ou même la capacité de raffinage. Les Chinois contrôlent le marché entièrement et lorsqu'il est question de ces terres rares, métaux stratégiques, c'est absolument essentiel pour ce qui est de la chaîne d'approvisionnement militaire, industrielle et même technologique avancée. Lorsqu'on parle de semi-conducteurs, lorsqu'on parle de munitions avancées, munitions de précision dont on manque cruellement actuellement du côté des Américains, mais aussi pour tout ce qui est d'informatique quantique. Alors là, pendant une longue période, on avait l'impression que les Chinois utilisaient tout ça comme un levier, comme un jeton de négociation. Mais là, ce qui est curieux cette fois, c'est qu'alors que la relation commerciale avec les Américains est très bonne, qu'on avait justement un sommet entre Xi Jinping et Donald Trump qui a eu lieu il y a seulement quelques semaines, dans lequel, les deux se vantaient réciproquement, bien là, on voit la Chine qui décide aujourd'hui d'appliquer, encore une fois, des restrictions sur les terres rares et sur les métaux stratégiques. Cette fois, c'est beaucoup plus ciblé. On ne dit pas on n'en envoie plus aucune nulle part dans le monde ou encore pas aux Américains. On a ciblé un certain nombre de firmes aux États-Unis et la directive est très claire. En fait, c'est très large. On dit qu'on ne veut plus envoyer de technologie hybride, donc à double usage. Des choses qui pourraient être civiles et qui sont envoyées actuellement un peu avec une certaine complaisance aux États-Unis chez des adversaires potentiels et qui peuvent être utilisées dans le secteur militaire. On pense justement à des semi-conducteurs. On peut voir ça dans un ordinateur, mais qu'est-ce que va faire l'ordinateur ensuite? On peut aussi le mettre dans un missile, on peut le mettre dans un système de guidage, de satellites. Donc les Chinois, maintenant, viennent faire une distinction, il semble. Ils viennent vraiment, on sort de la négociation, on sort de la gesticulation, puis de la symbolique, et on entre vraiment dans les enjeux stratégiques. Les Chinois ont déterminé qu'ils ne voulaient plus approvisionner ces firmes américaines, et je ne crois pas que ça va revenir dans le futur. Heureusement, il faut le dire, pour les Américains, ils ont vu venir le coup depuis très longtemps. En fait, depuis l'arrivée de Donald Trump, dans son deuxième mandat, c'est un véritable tour du monde où on va faire le palmarès. On va visiter tous les pays du monde qui ont moindrement des ressources en terres rares. Écoutez, il suffit de revenir sur les derniers mois. Le Groenland, par exemple. On nous parlait du Groenland pour ses terres rares, pour les métaux stratégiques, où il y avait des réserves considérables. On a fait une entente avec la République démocratique du Congo pour avoir ces terres rares en échange d'une garantie de sécurité. On a fait une entente également avec les Australiens, avec les Indiens, bientôt même avec l'Argentine. Alors, nécessairement, les Américains ont décidé de retourner chaque pierre à travers la planète à la recherche d'un peu de métaux stratégiques, terres rares, pour reconstituer leur chaîne d'approvisionnement. Les Chinois, de leur côté, comprennent que c'est maintenant, en fait, envoyer ce genre de matériaux, c'est rendu l'équivalent d'envoyer des armes. C'est rendu l'équivalent de fournir des technologies avancées parce que c'est essentiel dans la chaîne d'approvisionnement pour ces technologies en question. Et là-dessus, justement, le Canada se positionne où, Benjamin? Parce qu'on ne peut pas faire l'économie d'en parler. Ouais, c'est-à-dire qu'il y avait cette menace aussi de, tu sais, quand on parlait du 51e État, c'était aussi de lorgner nos ressources, nos minéraux. Donc, ça se situe où, le Canada, par rapport à ça? Absolument. Puis en fait, on avait même des déclarations de Justin Trudeau qui avaient été captées, vous vous souvenez, pendant une rencontre d'investissement qui disait c'était carrément ce qui était visé par les Américains, c'était les terres rares, les métaux stratégiques qui sont disponibles en grande quantité au Canada, un potentiel minier exceptionnel. Mais là, l'avantage que le Canada a, bien sûr, c'est qu'il n'a toujours pas configuré d'entente avec les Américains là-dessus. Probablement que les États-Unis se fiaient au fait qu'à travers le libre-échange, à travers leur propre mécanisme économique au Canada, ils seraient en mesure de prendre le contrôle de ces ressources-là. Maintenant, l'avantage du Canada serait de se positionner avec un certain nombre de pays dans un consortium.
Il faut absolument, au plus vite, qu'on évite de créer, si on veut, une course vers le bas. Les Chinois ont réussi à prendre le contrôle du marché pendant si longtemps en causant délibérément l'effondrement des prix lorsqu'il y avait des concurrents. Si vous voyez qu'il y avait une mine qui s'ouvrait à quelque part au Canada ou en Utah ou à quelque part au Brésil, ils volontairement brisaient le marché pour s'assurer, en inondant le marché et en causant des prix extrêmement bas pour s'assurer de rendre les autres projets non viables. Alors, la vraie question, maintenant qu'on élimine la Chine de cet exercice, ce serait de former un grand consortium mondial, une espèce de cartel, si on veut, qui éviterait d'avoir une course vers le bas, qui s'assurerait que tous les pays sont compensés à la hauteur de leur contribution en matière de terres rares, ressources stratégiques, parce que c'est essentiellement non renouvelable. Il faut le dire, ce sont des ressources qui sont là et lorsqu'on les a utilisées, on n'en a plus. Donc, si on est pour les exporter aux Américains à petit prix pour ensuite racheter les produits à grand prix, c'est nous qui sommes perdants. Il faut qu'on devienne partie prenante de la chaîne d'approvisionnement. Benjamin, on va faire une pierre deux coups. Tu es à Paris. Parle-nous un peu de la chaleur. Là, ça se calme. Est-ce que ça se calme? On nous avait dit que ça allait toute la semaine. Non, ça se calme. Ah non, c'est hallucinant. Ça ne se calme pas du tout. Honnêtement, puis ce qui me rassure, comme je vous dis, les Français eux-mêmes n'ont jamais vu ça. Hier, on a appris que la France, en fait, avait fracassé son record historique de chaleur. Ça ne s'est jamais vu, littéralement. Surtout pas pour cette période de l'année. Normalement, les Français vont avoir des grandes chaleurs vers le mois d'août, vers la fin du mois de juillet. Cette fois, en juin, comme ça, c'est complètement inattendu. Puis il faut le dire, les Français ne sont pas climatisés pour un certain nombre de raisons. D'abord, justement, c'est des chaleurs qui sont très rares, mais aussi le coût de l'énergie, Rémi, c'est hallucinant. Je recherchais tout à l'heure, je voulais voir comment ça se compare avec le Québec. Au Québec, on est environ à 8 cents par kilowattheure. Du côté de la France, Paris, on parle de 42 cents par kilowattheure. Donc, les coûts d'énergie sont si exponentiellement plus hauts que nécessairement, la climatisation est très rare, même dans les restaurants, les espaces publics. Alors, c'est plus qu'une canicule, ça devient rapidement une crise de santé publique, là, une crise même de main-d'œuvre pour les Français, parce qu'il n'y a plus personne qui peut travailler. Et vraiment, les lieux de travail ne sont plus viables. Bon courage, en fait. Vraiment bon courage et merci pour toutes ces précisions aujourd'hui, Benjamin. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.